avant de commencer directement le débat et d'aborder le thème d'aujourd'hui, peut-être que vous pouvez chacun vous présenter. Une petite présentation rapide, un petit pitch. Donc Mathieu Quignou, je suis avocat au barreau de Paris, je travaille sur des questions IP-IT dans deux champs principaux, l'IA et la blockchain. Et je suis par ailleurs enseignant-chercheur à l'Université Paris 8, je dirige un master et une chaire UNESCO. Et je travaille sur l'IA depuis un certain nombre d'années, je suis expert pour le Conseil de l'Europe sur ces questions depuis 4-5 ans. Voilà. Henri Larmaro, moi je suis avocat à Paris aussi, je fais du droit des affaires, de l'IP à l'IT, et je suis dans l'industrie du cinéma et de la télévision en tant que conseil, plutôt du côté contrat. Je fais rarement du contentieux, mais j'en fais quand même, notamment pour défendre des auteurs. Bonjour à tous, moi je suis Laurent Secaris, je suis directeur de la création de la Canal Brain Factory, qui est le studio créatif de la régie publicitaire de Canal+, qui s'appelle Canal+ Brain Solutions. Donc, dans cette structure, je dirige une équipe d'une quinzaine de créatifs où on produit des contenus en fait, pour les marques et de plus en plus de sujets aussi avec l'IA. Et on travaille également sur un projet avec Studio Canal pour, grâce à l'IA, simuler de futurs projets qui ne sont pas encore en production et montrer finalement ce qu'ils pourraient donner avant même qu'ils soient produits pour choisir justement si on va plutôt choisir tel projet ou tel projet de scénario ou d'adaptation de livres, avec la possibilité aussi de bêta-tester ces images qui seront générées. Et c'est vrai que ce sujet IA m'intéresse depuis que ces nouveaux outils sont sortis. Donc ravi d'être là avec vous et puis de parler de tous ces sujets juridiques parce que chez Canal, c'est vrai que c'est un vrai sujet et l'IA fait encore très très peur en interne. Justement, commençons par ça. Raconte-nous toi concrètement, qu'est-ce qui fait peur? Quelles sont les difficultés aussi bien en interne que aussi chez tes clients? Oui, parce que nous, vous savez que ma structure, on a la particularité de travailler, donc on diffuse tous nos contenus sur les écosystèmes de Canal+, donc que ce soit les réseaux sociaux, mais aussi des fois à la télé ou sur MyCanal. Et c'est vrai qu'on travaille aussi pour des marques qui financent ces contenus. Donc on a les deux, c'est pas juste de l'éditorial où finalement on peut faire ce qu'on veut. Là, on a des clients qui sont amenés à nous commander des choses. Alors au début, l'IA est ça les séduit parce que forcément on peut faire plein de choses, c'est potentiellement moins cher, donc ils s'y engouffrent rapidement. Et puis très rapidement, on sent que quand il est question vraiment d'aller au bout du projet, de signer le contrat et de dire on y va, il y a encore cette crainte de comment le public va réagir si on affiche que c'est de l'IA, parce qu'aujourd'hui, effectivement, de plus en plus, les contenus publicitaires sont... alors ça va arriver dans un an de manière vraiment totalement obligatoire due au AI Act qui impose de mettre une petite phrase qui dit ce contenu a été généré par l'IA sur du contenu de type publicitaire. Aujourd'hui, on n'est pas encore obligé de le faire, mais c'est que les clients se disent on va quand même l'écrire parce qu'on a peur que si on essaie de tromper le spectateur en créant un visuel qui est ultra photoréaliste, qui est des mauvais retours du public, du bad buzz, etc. Et le fait de l'écrire fait peur aussi, parce que du coup, le fait de l'afficher, ils disent alors là, ils vont encore plus peut-être nous dire qu'on a utilisé l'IA, qu'on n'a pas pris un photographe, qu'on n'a pas pris un réalisateur, des vrais comédiens, etc. Et là, on rentre dans des problématiques où souvent, aujourd'hui encore, ils font marche arrière au dernier moment. Soit pour repartir sur des solutions traditionnelles ou faire de l'illustration. Voilà. Donc c'est vrai que c'est encore compliqué. Nous, aujourd'hui, l'IA, on l'utilise plus pour de la post-prod, c'est-à-dire que pour optimiser les process, pour faire des choses qui auraient pris plus de temps, etc. Mais ce n'est pas du full IA, c'est plus pour créer des choses sur l'image déjà existante. Et puis là, le projet qu'on a en interne chez Studio Canal pour générer finalement un futur trailer d'un film qui n'existe pas encore, c'est finalement de la R&D, c'est-à-dire que c'est des choses qui ne seront jamais diffusées au grand public, qui sont pour soit convaincre en interne, soit pour les marchés du film, pour aller vendre le film, pour avoir des financements, soit pour le bêta-tester sur un panel de spectateurs qui vont signer un NDA et de ne pas révéler ce qu'ils auront vu. Donc ça reste des choses qui sont aujourd'hui utilisées pour de l'interne. Mais on n'est pas encore sur des projets 100% IA diffusés, en tout cas sur nos plateformes. Et puis on en parlera, mais c'est vrai qu'il y a aussi encore beaucoup de sujets et de craintes que les images générées soient potentiellement pas libres de droit, d'avoir des recours de créateurs, etc. Donc
Donc c'est pas simple, c'est vrai que ça donne très envie. Pour des projets un peu personnels, c'est pour ça qu'aujourd'hui la plupart des créateurs finalement c'est des gens chez eux, dans leur garage avec du matos, etc., qui font des choses assez bluffantes, assez incroyables et qui dépassent finalement ce que font les grosses structures aujourd'hui, que ce soit des structures dans la publicité ou des boîtes de post-prod ou des studios cinéma type Studio Canal, etc. Parce que effectivement, chez soi, finalement, on fait un peu ce qu'on veut. Mais dans les grandes structures, aujourd'hui, c'est encore très compliqué. Voilà. Hier, quand on préparait justement cette conférence, ça a été dit un peu avec humour, mais j'aimerais reposer moi la question, c'est qu'est-ce qu'une œuvre, si on remonte aux fondamentaux, et est-ce que justement la création de contenu avec de l'IA, ça reste une œuvre? Quel est votre sentiment? Une œuvre, c'est un travail avec un apport personnel, et ça devient une œuvre à partir du moment où c'est une idée élaborée. C'est-à-dire, effectivement, une histoire d'amour aujourd'hui scénarisée via l'IA, etc., ça va être le découpage, ça va être les personnages, ça va être l'histoire d'amour. Aujourd'hui, elle est commune, elle fait partie du patrimoine commun. Donc, en tant que tel, c'est un thème, elle n'est pas protégeable. Par contre, la façon dont vous allez le découper, la façon dont vous allez prendre les plans, etc., dont les regards vont se croiser, etc., la rencontre va se faire, et l'échange va se faire, etc., les tensions qu'ils vont avoir dans le couple, tout ça va créer l'originalité. Je parle de ça pour bien faire comprendre, je dirais, ce que c'est que l'originalité. Donc, ça veut dire qu'il y a un apport personnel. Donc, lorsque vous allez utiliser un outil, si je l'applique à notre sujet, un outil, je dirais, qui utilise des principes d'intelligence artificielle, mais qui n'est pas l'intelligence artificielle, c'est encore une fois, c'est des outils qui augmentent l'intelligence et la capacité de produire ou de créer. Donc ça veut dire, quand vous utilisez ces outils-là, effectivement, ça va être l'intégralité de vos prompts, la façon dont vous les rédigez, l'originalité de ceux-ci, qui vont faire effectivement l'originalité. On discutait là en aparté juste avant, il me disait effectivement, on donne la consigne quand même qu'ils ne disent pas joueur de football Mbappé, style Mbappé. Parce qu'autrement, vous allez avoir Mbappé, etc. Donc vous avez du droit à l'image qui rentre dans les choses. Donc il va falloir effectivement faire un détour, peut-être dire joueur de football, athlétique, qui court vite, etc. Enfin, avoir une description du joueur que vous allez utiliser dans vos prompts qui va être, entre guillemets, original et pas tiré de quelque chose de privé. Surtout si dès le début, dans le prompt, il y a une volonté de plagier, ou en tout cas dans l'écriture du prompt, de dire je veux quelque chose dans le style de, avec un personnage qui ressemble à, etc. C'est clair que là, on écrit tout ce qu'il faut pour effectivement créer une image qui potentiellement est discutable. Mais c'est pas très différent d'illustration classique, parce qu'en illustration, on l'a sans l'IA, ça. Graphiquement. Tu peux faire du plagiat, dessiné, photographique, etc. Donc c'est vrai que l'IA finalement fait exactement la même chose qu'une personne humaine. À partir du moment où il y a une volonté de plagier, on peut le faire, que ce soit avec de l'IA ou sans IA. Et après, l'originalité, c'est effectivement souvent pour créer une image ou une séquence en vidéo, c'est pas au premier juste écrire un prompt et puis ça y est, c'est des fois un premier prompt, une première image qu'on repasse dans un autre logiciel et on va modifier qu'une petite partie, on va retravailler le visage à côté, on va faire finalement tout un travail avec je ne sais pas combien de passes pour arriver au visuel que l'on souhaite. Et là, effectivement, c'est tellement dirigé par la pensée humaine et par le créateur qui est derrière l'outil qui dit « moi, j'ai cette image en tête, je vais tout faire pour y arriver ». Là, effectivement, on a une image qui peut être, entre guillemets, originale et après, effectivement, pouvoir l'animer. Mais dès qu'on va commencer à dire « je veux qu'il ressemble à telle personne », oui, là… D'où l'importance de conserver les prompts, et tout le cheminement intellectuel qu'on a fait. Et ça, on peut le conserver facilement avec les différents outils, de garder la trace de ce qu'on a fait, de ce qu'on a demandé, comment on a sollicité. Il y a un cas assez intéressant en Chine, justement, on parlait un peu des IA chinoises. Et le premier cas, un petit peu de reconnaissance en Chine d'une œuvre d'IA, c'est un cas où en fait, la personne qui avait créé un contenu IA a attaqué en contrefaçon une personne qui avait repris son image et qui n'était justement pas en capacité d'expliciter le cheminement et de dire voilà, j'ai utilisé tel et tel prompt, apparemment il en avait fallu 150 et la personne qui a attaqué en justice disait ben voilà, la liste de prompts, voilà comment je l'ai fait, c'est protégeable, alors en Chine ça l'est, c'est peut-être plus discutable aux États-Unis et encore plus en Europe, mais en tout cas là ça avait été reconnu et elle a obtenu gain de cause et elle a pu obtenir un dédommagement pour contrefaçon par rapport à une œuvre
générés par IA. Donc c'est assez intéressant de le voir sous cette forme-là. Donc oui, la question de la preuve se pose. Après, on peut aussi, ça va être assez délicat de le prouver de manière complètement effective, hein, parce que si on reproduit en fait la même série de prompts, on n'aura peut-être pas le même résultat avec cet outil. Déjà parce qu'il y a un versionning qui est très 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 important, un entraînement aussi qui va prendre en compte souvent les autres contenus qui ont été proposés ou l'évolution de la notation des éléments sortis, donc qui fait évoluer l'IA un peu en permanence. Mais au-delà de ça, en tout cas, la personne peut alors idéalement, il faudrait faire en fait des œuvres comme ça avec un huissier à côté ou avec un outil qui permet un petit peu d'avoir une journalisation. Mais bon, clairement aujourd'hui on n'en est pas là. Après, quand on est avec des grosses structures qui font des productions pour des clients, c'est bien conseillé de faire ça. Après, quand on est dans son garage, bon, on va voilà. Mais la question aussi de la qualification d'œuvre, en France en tout cas, elle est délicate. Hein, c'est assez discutable en tout cas qu'un prompt ou même une série de prompts puisse permettre en fait d'avoir la création d'une œuvre en bout de course. Ça, c'est quand même une réalité. Par contre, dans un cas comme celui-là, en fait, et on a vu que c'était le cas aux États-Unis. Alors, pourquoi on peut parler des États-Unis aujourd'hui? C'est parce qu'eux, ils ont un bureau du copyright. Donc, la validation, elle se fait un peu en amont. En France, on va avoir des contentieux, donc on saura un peu plus tard, hein, finalement, la position. Et ces IA génératives, elles sont relativement récentes. Il y avait déjà des travaux un peu sur ça, un peu expérimentaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, d'Obvious, il y a déjà 4-5 ans, qui avait fait une vente aux enchères avec une IA un peu de la même typologie, mais un petit peu datée. C'est des choses qui auraient pu se poser à ce moment-là. Et eux, d'ailleurs, avaient exclu la question de la propriété intellectuelle. Ils vendaient le cadre. Donc, ils avaient déjà un petit peu anticipé cette question-là. Et là, dans un cas comme celui-là, le cadre. D'accord. Ils vendaient le cadre en disant, finalement, ils avaient dû aller voir un avocat et qu'il leur ait dit, attention, là, peut-être que ce ne sera pas qualifié d'œuvre. Et ils avaient vendu ça, je crois, chez Sotheby's ou Christie's, une grosse maison de vente. Et ils avaient dû, à mon avis, trouver une petite magouille pour faire en sorte quand même que ce soit recevable par la maison de vente pour qu'elle n'ait pas sa responsabilité engagée, sachant que c'est quand même des professionnels du droit. Voilà. Donc, voilà. Pour revenir à l'archivage, effectivement, aujourd'hui, bon, il y a toujours la capture écran. C'est le truc le plus simple. Après, dans la mesure où tout ça, ça se passe dans le cloud, on a un vrai problème par rapport au versionning, c'est vrai. Donc après, il va exister certainement, il y a des logiciels aujourd'hui qui permettent de garder le journal. Maintenant, le problème, c'est qu'il faudrait le journal avec l'image et le contenu. Donc il faut en gros créer une base de données dans laquelle chaque jour, on implémente, sachant qu'une expertise, comment ça se passe? Généralement, il y a un huissier qui vient, il fait un constat quand il y a un problème, quand il y a une contrefaçon, ou avant le procès, ou si on est attaqué en contrefaçon, et on doit pouvoir démontrer qu'on a créé, etc. Donc il faut garder ces éléments-là, et si ça se passe dans le cloud et qu'il y a des problèmes de versionning, il faut le faire au fur et à mesure. Mais on peut le faire. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, moi je regardais avant de venir, vu votre question, je ne l'ai jamais eu pour l'instant, donc je n'ai pas encore regardé. Moi j'ai toujours conseillé ça. Après, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, comment ça se passe? L'huissier vient. Si vous avez capturé les écrans, si vous avez gardé un certain nombre de preuves, etc., au fur et à mesure, soit dans une base de données, soit autre chose, eh bien effectivement, la date certaine, elle est sur votre écran. Ça sera à l'autre partie de démontrer que cette info. Alors, il peut y avoir des expertises informatiques, etc. Mais en général, c'est assez difficile de démontrer, à partir du moment où il y a un constat d'huissier et que vous ne changez pas de disque dur, vous ne changez pas de serveur, qui ne sont pas mis à jour, parce que ça aussi, dans le temps, ça peut être une création d'il y a 20 ans, ou d'il y a 10 ans, ou d'il y a 5 ans, tout a été renouvelé. Vous êtes chez OVH, je ne sais pas quoi, il y a une mise à jour, la nouvelle date, c'est la date de mise à jour. Enfin, tous ces éléments de preuves et de dates certaines, ils sont très importants. Donc, ils ne sont pas compliqués à mettre en œuvre. Maintenant, effectivement, si on veut vraiment avoir une preuve certaine, c'est l'huissier tous les jours. Donc ça, on ne vous le conseille pas. Hein. Et surtout que les huissiers, aujourd'hui, n'ont pas encore fait... J'ai regardé sur la blockchain, il n'y a pas encore de système blockchain. J'ai regardé avant de venir parce que je pensais qu'il y en avait. Je sais qu'au niveau des registres de titres, d'actions, de sociétés, il y en a. Et donc, je me disais peut-être qu'ils ont commencé à en faire au niveau des dossiers. J'ai regardé dans tous les logiciels que vous m'avez cités s'il y avait une possibilité de conserver. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui gardent des journaux. Mais encore une fois, on a le problème auquel je n'avais pas pensé, de versionning. Même pas le versionning. En faisant 2 fois le même prompt, on n'a pas forcément la même image. On a des images voisines, souvent, des fois absolument très différentes d'ailleurs. Et l'usage relève plus, en plus, la manière dont on va utiliser ces outils-là, c'est plus pour prouver l'antériorité que pour vraiment prouver un process de création. Donc c'est délicat en fait de prouver les différentes étapes qui pourraient être celles de la machine. On va pouvoir prouver une antériorité, dire bon voilà, cette image était le premier à la faire.
Voilà. Donc, mais ça peut être utilisé du coup pour le produit final. Dans le cas un peu du chinois, ça aurait pu être fait comme ça, juste sur la création finale. Après, on n'aurait pas pu savoir si elle a été faite par IA, avec tel ou tel outil. Mais en tout cas, on peut prouver qu'on a une antériorité. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas au niveau de la... Il y a des outils comme Légide, comme Hippocampe, enfin, il y en a une pléthore. Je sais d'ailleurs qu'il y a quelqu'un ici qui a vraiment travaillé sur ces questions. Donc voilà. Donc c'est intéressant de voir ça. Et peut-être ça peut être des éléments qui sont intégrés, qui seraient intégrés a posteriori dans des outils d'IA, où il y aurait finalement de manière un petit peu automatisée une intégration dans la blockchain des moments clés et des prompts. Ouais, mais les outils IA, on sait quand même enfin, je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est un peu le Far West, quoi. Quand même. Ils ont piqué des images partout. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce qu'il y a des outils qui sont plus safe que d'autres? Est-ce que parce que le droit, la propriété, elle commence là, c'est que même si moi j'ai fait l'image, est-ce que elle m'appartient? Est-ce elle m'appartient qu'à moi? Et est-ce qu'elle est libre de droit? L'image qui est créée avec IA ou Ouais, l'image qui est créée avec IA. Ça va dépendre, hein. Très sincèrement. Alors, ça dépend vraiment des cas. On parlait tout à l'heure, par exemple, des cas qui pourraient être considérés comme du plagiat. Moi, j'ai des cas, par exemple, j'ai un de mes clients qui travaille sur ça et qui travaille avec des artistes, qui est lui-même artiste, et qui fait des œuvres à la manière d'eux, avec la base de données, en fait, qui est celle de son client, qui peut être un réalisateur, qui peut être un artiste plasticien. Et là, finalement, on est sur quelque chose qui reprend le style de l'artiste, et l'artiste va même valider en fait l'œuvre finale. Donc là, à mon avis, on est sur quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la création et qui s'inscrit en fait dans la continuité du style de l'œuvre de cette personne-là. Donc c'est tout à fait protégeable et intéressant. Après, à l'inverse, on a des cas où finalement on a cette grande bouillie de scrapping du web qui est utilisée un peu par tout le monde. Après, avec par-dessus parfois des contenus où l'entiné a une licence un peu plus forte. Je pense à Adobe par exemple, où il y a eu quand même un petit scandale autour de ça, alors qu'on pensait qu'avec Adobe Stock, ils avaient suffisamment d'éléments pour entraîner une IA. Ils ont quand même vraisemblablement aussi utilisé d'autres contenus sur lesquels ils n'avaient pas forcément une lecture précise des droits associés. Mais il faut voir qu'en Europe, on est... Ouais. Dans ce cas-là, c'est ceux qui ont utilisé le stock d'images d'Adobe pour produire des choses qui peuvent être impactées, ou c'est la boîte qui elle-même en fait? Disons que là, c'est Adobe en fait, qui a son propre outil d'IA. Donc dans ce cas-là, c'est plus par rapport aux autres contenus. En fait, eux prétendaient avoir quelque chose d'un petit peu clean. Alors c'est peut-être le cas, hein, moi je ne sais pas, je ne rentre pas dans ça, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu un débat. Il semblerait que non quand même. Voilà. Donc il y a eu quand même un débat sur la question. Et par ailleurs, donc sur du contenu qui est disponible sur Internet. Après, il faut voir qu'en Europe, c'est possible en fait ça. C'est-à-dire qu'on a un système avec, comme on parle de droit, il y a une directive qui est 2019, qui s'appelle la directive Danum, qui a été mise en place notamment pour les éditeurs de contenu, pour leur donner des droits voisins quand il y a une réutilisation de leur contenu par les GAFAM, en gros. Et donc, elle a été réutilisée dans ce contexte de l'IA, et elle est même visée dans le règlement IA européen, pour dire finalement qu'en l'absence d'opt-out, donc sauf si par exemple l'artiste dit « vous n'utilisez pas mon contenu pour entraîner une IA », il est tout à fait possible de procéder à de l'indexation, de l'entraînement, de la fouille avec ce contenu-là, et donc de procéder ainsi. Et aujourd'hui, on a un problème un peu particulier, c'est qu'on est quand même structuré avec des sociétés d'auteurs qui jouent leur rôle quand même, mais qui ne sont pas mandatés en fait pour faire de l'opt-out pour leurs artistes. Et donc, j'étais au Canada il y a 6 mois, et eux ont une structure de guildes, et les personnes justement des guildes des réalisateurs notamment disaient nous on peut le faire parce qu'on a ce mandat-là. Mais attention, en France ils ne peuvent pas parce que c'est des sociétés d'auteurs, ils ne sont pas mandatés pour ça. Donc il faut être assez vigilant et prendre un petit peu ça en main quand on ne souhaite pas que ce soit traité, parce que ce qui relève de l'opt-out, même si les sociétés d'auteurs disent qu'elles le font, il faut, j'ai envie de dire, doubler par précaution si on ne souhaite pas que son travail soit utilisé. Mais en fait, actuellement, c'est très facile de scraper tous les comptes Instagram. On ne peut pas faire de opt-out sur nos comptes Instagram. Alors là, il y a une vraie question. C'est celle, en fait, il faut normalement mettre en place un système technique qui permet de rendre lisible le fait qu'on est en opt-out. Et c'est une question qui se posait déjà autour du droit voisin et de la directive Danum, que les sociétés d'auteurs connaissent bien, c'est finalement quel degré de finesse qu'est-ce qu'on doit mettre dans les métadonnées, qu'est-ce qu'on doit mettre de manière apparente pour bien faire comprendre à la machine, mais aussi à l'être humain,
qu'on est en opt-out. Donc souvent, on va avoir dans les sites internet, vous avez des robots.txt pour justement éviter que le robot de Google en fait vous indexe. Alors, et c'est potentiellement gênant, c'est-à-dire que dès qu'on va mettre des éléments comme ça pour dire ne vous entraînez pas sur mon contenu, la personne Instagram, son objectif, c'est de la visibilité. Si elle intègre, même oui, sur Instagram, ce ne sera pas possible, mais sur son site perso, voilà, si elle se désindexe, finalement, quel est l'intérêt de faire un site puisqu'elle ne sera pas visible? Par contre, elle a peut-être envie quand même de ne pas se faire entraîner, de son contenu ne soit pas utilisé pour l'entraînement. Donc, on est un petit peu dans ce double, voilà, cette contradiction. Il y a un dilemme par rapport à ça. Et en plus, les entités qui peuvent gérer ce dilemme et dire bon ben voilà, on va prendre deux modalités différentes et on va pas regarder la même chose et ça c'est robot.txt, là on va créer quelque chose d'un peu différent sur l'IA, ben, elles n'ont pas intérêt à ça. Elles vous disent bah voilà, c'est un petit peu le dilemme Facebook, c'est soit vos données, soit l'usage de l'outil. Ben, là c'est un peu pareil, vous voulez un moteur de recherche qui vous indexe, ben, on va s'entraîner sur vos données quoi, et sur vos contenus. Voilà. Sur les textes des garanties qui sont donnés par alors on a les logiciels propriétaires, puis on a effectivement Creative Commons et GPU, donc là on est plus dans sur tout ce qui est freeware, effectivement là, je dirais, vous êtes quasiment toujours propriétaire de votre contenu. Ce qui est généré par l'entraînement, c'est pareil, toute personne qui participe accepte le partage. Après, c'est à vous de regarder si ça a effectivement contrefait ou ça plagie quelque chose. Mais normalement, vous êtes titulaire, avec les restrictions classiques qui sont je dirais, droit de la personne et pas de préjudice ou pas d'utilisation contraire aux chartes, aux différentes chartes des logiciels libres. Donc là, je dirais, sur le côté, donc ce qu'on est sur Stable, etc., là, on est à peu près tranquille et c'est le modèle que prennent souvent les gens pour être libres, entre guillemets. Voilà. Et après, ces modèles-là ont même été entraînés au détriment de droits... C'est des œuvres d'adaptation potentiellement, en fait. Enfin, si on le regarde au niveau du modèle, et donc pour une œuvre d'adaptation, il faut l'accord de l'auteur de l'œuvre initiale. Voilà. Et tu ne sais même pas de ce qui sort, en fait. Si l'œuvre est identifiable, encore une fois. Oui. Voilà. Après, ça ne se regarde pas forcément. La question qui se pose, c'est output ou input, ou les deux. Pour l'output, on est sûr que si c'est identifiable au niveau de l'output, en sortie, que vous avez Mickey ou je ne sais quoi en sortie avec tout un univers futuriste, le Mickey, il va peut-être poser un souci, ou le Tintin. Voilà, bon, ça c'est clair. Par contre, si en input, il y a le Tintin, le Mickey, etc., qu'en sortie, on ne voit pas du tout ça, parce que de toute façon, ce qui a été demandé n'a rien à voir, on peut se poser quand même la question de, finalement, la pondération, des modalités d'entraînement. Est-ce que l'entraînement était légitime? Est-ce que la construction de cet outil ne pose pas problème en termes de droits d'auteur? Et aussi, quelle rémunération des auteurs dont l'œuvre a été utilisée pour l'entraînement? Et aucun outil est clair là-dessus. C'est hyper compliqué. Aucun outil ne va donner la transparence par rapport à les boîtes noires absolues. C'est tout le problème, c'est qu'on est professionnel, je parle de tous les gens ici, et qu'on a ce qu'on appelle l'erreur inexcusable. Donc tant qu'on n'a pas de jurisprudence qui dit tel logiciel, il est démontré qu'ils utilisent des œuvres sans autorisation, etc., c'est un peu comme l'histoire de la télé-réalité, où au départ les gens étaient indemnisés pour être sur une île à boire des cocktails et à draguer les gens, et puis tout à coup on a découvert qu'ils étaient artistes-interprètes, ou qu'ils étaient je sais pas quoi, parce qu'il y avait des retakes, etc. Mais tant qu'il n'y a pas eu de décision qui a qualifié comme ça, donc on va être un petit peu, je peux m'arrêter, on va être un petit peu dans ce genre de prudence. Donc ça veut dire tout ce qui sera antérieur à ces décisions qui vont démontrer que ça a vraiment pris des œuvres des tiers, mais aujourd'hui, aucun éditeur de logiciel IA ne dit d'utilisation de création de contenu image, ne dit qu'il utilise des contenus, il ne dit pas exactement ses sources. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance. Après, sur tout ce qui est après les privés, parce que là on parlait de tout ce qui était Creative Commons et logiciels libres, mais c'est vrai que tout ce qui est privé, on a d'une part, effectivement, il y a de l'entraînement en amont, bon ça on en a parlé, c'est la même problématique, mais sur l'aval, il y a, que ce soit Midjourney ou d'autres, ils disent on peut utiliser vos données, et donc je reprends tout le problème de l'utilisation des données, par exemple de Chanel ou de gens du luxe lorsqu'on fait du contenu rédactionnel. On a un vrai problème à utiliser Midjourney avec des contenus de luxe, puisqu'ils ne garantissent pas l'exclusivité. Alors on peut prendre un abonnement premium, on peut négocier avec eux une exclusivité, mais elle n'est pas garantie, puisqu'ils disent on peut l'utiliser pour l'entraînement, parfois même pour leur promotion. Alors là, ils ne l'utiliseront pas si c'est en premium pour leur promotion, mais ça veut dire que quelque part, tous ces moteurs privés, tous ces outils privés, ils ne vous donnent pas la garantie même de l'exclusivité du contenu que vous allez y mettre de vos clients. Donc c'est quand même un petit peu gênant. Notre double problème, c'est qu'il y a un double problème. Il y a les contenus qui sortent,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a un comité IA qui va, au fur et à mesure des nouveaux outils, les passer au crible et nous dire, voilà, si nous, on en a besoin, on fait une demande, on dit, voilà, on voudrait utiliser tel logiciel, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, plutôt que d'utiliser les logiciels, on va dire, on va passer par des prestataires. On va passer par des prestataires qui, eux, vont utiliser ce logiciel. Puis, on va faire un contrat avec ce prestataire. On va lui demander, à ce prestataire, de nous garantir que les images et les vidéos qui sortent, si jamais il y a un recours, nous, on va se retourner contre lui. Alors, c'est compliqué, parce que souvent, aujourd'hui, les prestataires qui font de l'IA, ce n'est pas encore des grosses boîtes. Donc, c'est comment ces petites boîtes, elles vont pouvoir, si jamais il y a un recours, c'est un peu un pari, c'est qu'elles vont elles-mêmes faire très attention aux prompts et aux images qu'elles vont générer pour minimiser le risque. Mais on n'est jamais à l'abri qu'il y ait quelqu'un qui dise ça ressemble. Je me mets à la place de certains prestataires aussi. On leur demande tellement de garanties qu'à un moment donné, même il faut qu'ils mettent ça dans leur temps passé, parce que garder tous les prompts, etc. Garder tous les prompts, c'est juste pas possible. C'est aussi du temps. Garder suffisamment de prompts, ça prend du temps. C'est aussi beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, des grands groupes se disent oui, mais l'IA, si on passe par l'IA, c'est pour que ce soit moins cher, etc., que ça aille plus vite. Mais à un moment donné, ce n'est pas toujours pour que ce soit moins cher. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup ça. Des fois, ça peut ne pas être moins cher, mais ça peut être quelque chose qui permet de faire quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire d'une autre manière. Ou en tout cas, effectivement, c'est pour ça. Essayer de faire juste une image simple de quelqu'un qui tient une fleur, etc., bon, autant la tourner, autant la photographier à l'iPhone avec un mannequin. Voilà, il y a des choses qui ne valent pas la peine d'être faites de l'IA. Il vaut mieux, aujourd'hui, on a des moyens de production et de post-production hyper légers en vidéo pour faire des contenus pour les réseaux sociaux. Des fois, c'est plus simple de le faire encore avec de la vraie image qu'avec de l'IA. L'IA, ça vaut la peine pour faire des choses quand même un petit peu. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de trailers, c'est quand même souvent des films de science-fiction ou de catastrophes, etc. Typiquement, on voit très peu de films d'auteurs en IA où tu vas avoir deux personnes juste qui vont parler autour d'une table dans un appart en mode ultra minimaliste, parce qu'en fait, autant le tourner, ça. Mais, on sait le faire en France. Hein, voilà. Pour revenir au style, en fait, c'est toujours pareil en droit d'auteur. Le style qui est dans le domaine public, on peut l'ajouter. Par contre, si on ajoute, je dirais, si on prend un style qui n'est pas dans le domaine public, c'est là qu'on prend un risque de reproduire une œuvre ou d'avoir une œuvre qui serait parasitaire. C'est-à-dire, en fait, qui serait trop inspirée de. La limite, elle est dans qu'est-ce qui est, lorsqu'on prend une analyse par un expert de droit d'auteur auprès des tribunaux, cinéma, dessin, enfin, chaque fois, pour chaque chose, scénario, il va regarder ce qui existe et il va dire, effectivement, c'est un thème commun, c'est un style commun, etc. Mais c'est la vérité judiciaire qui va dire si on est plagieur ou pas. Malheureusement, le dire comme ça, alors on peut aller voir un expert comme ça, dire est-ce que je suis, d'après tout ce que tu connais en scénar ou en machin ou en image, mais il n'a pas la science infuse. Il va juste te donner un premier avis en disant, d'après moi, l'utilisation de ce style, voilà, ça va coûter 3 000 à 4 000 euros pour avoir un papier qui permet de vendre à des clients comme ça. Voilà. Non, mais c'est parce que c'est quand même ça le but. Mais effectivement, il faut le mettre dans son devis. Voilà. Et on s'était aussi posé la question, donc au final, c'est qu'est-ce qu'on risque si on plagie? En disant, voilà, en admettant qu'on a été considéré comme plagieur par rapport à une œuvre. Alors ça dépend de l'outil qu'on a utilisé. On va déjà commencer par se retourner vers l'éditeur de logiciels, bien sûr, en disant moi j'ai pas aujourd'hui, même j'ai une garantie, machin, en aucun cas je devais, etc. Après, si l'œuvre qui est reproduite d'une œuvre antérieure et d'un tiers vraiment ressemble beaucoup, que c'était criant, vous ne pouviez que le savoir, là vous allez avoir des vrais problèmes, parce qu'il faut toujours se poser la question quand même, etc. Après, il peut y avoir ce que j'appelle des rencontres fortuites. Il y aura peut-être ça en image aussi, mais ça va être très très difficile en image. En musique, c'est possible. En image, c'est extrêmement difficile de le démontrer. Ce que vous risquez, c'est les dommages et intérêts à hauteur, je dirais, de l'impact et du chiffre d'affaires généré. Si vous reproduisez ça sur, je sais pas, vous faites un film qui dure, je sais pas, 1h30 et il y a 50 minutes de choses vraiment reproduites et qu'il a un succès monstrueux dans le monde, vous allez avoir un problème par rapport à la captation de chiffre d'affaires que vous avez détourné d'une œuvre préexistante. Donc ça, on va regarder la masse contrefaisante. Si par contre c'est juste
une expo à Beaubourg et vous êtes qu'une œuvre sur un NFT, etc., qui va durer, qui sera exposée pendant 6 mois et qui sera sur un écran, on va pas. Effectivement, il y aura certainement un dommage et intérêt, mais ça ne sera pas le même prix. Sauf si votre visuel sert à faire la promotion de l'expo sur Internet, dans le métro ou je sais pas quoi. Voilà. Et le prix va dépendre aussi de qui a plagié, parce qu'en fait, si c'est Jean-Marc dans sa chambre ou si c'est le groupe Publicis, c'est pas pareil. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu parce que ma boîte a été rachetée à l'époque par Publicis. J'ai démarré ma carrière, je faisais toutes les grosses bandes annonces de pratiquement tous les films français qui sortaient en salle. D'où le fait qu'aujourd'hui, je fais des bandes annonces de films qui n'existent pas encore. Parce que j'ai cette expertise de créer des bandes annonces. Donc j'avais démarré par Amélie Poulain et ce genre de film. Et là, c'était un film qui s'appelait Ma vie en l'air, un petit film français avec Vincent Elbaz, pilote d'avion, etc. Et à la fin de la bande-annonce, on a fait un avion en aplat 2D qui passait comme ça de gauche à droite et qui faisait apparaître le titre. Truc inspiré de Bass, voilà, style un peu générique d'Hitchcock, voilà, un peu en illustration, etc. Et là, on se fait attaquer par Kunzel et Degas, donc 2 graphistes créateurs français qui ont fait le générique de Catch Me If You Can. Juste pour un carton à la fin d'une bande-annonce qu'on avait dû facturer 5000 balles. On s'est défendu comme on pouvait, mais au tout début, je me souviens très bien que notre jeune graphiste nous a dit « Ah, bah, je vais vous faire un carton de fin dans le style Catch Me If You Can ». Il nous l'a dit. Il nous l'a dit. Mais on s'est dit, non mais jamais pour 5 secondes. Mais en fait, oui. Donc en fait, je pense que ça m'a vraiment appris aussi à ne jamais mettre dans un pont style quelque chose. Parce qu'en fait, à partir du moment où on fait ça, déjà, on prend le risque. Il y a des outils qui ne permettent pas ça. Il y a des outils qui censurent ce type de prompt. Oui, pas tous, mais il y en a. Quoi. Pas tant que ça. Là, pour un projet de film qui n'existe pas encore, même le projet de film n'existe pas encore, c'était vraiment juste pour montrer à Studio Canal ce qu'on pouvait faire. On avait fait un faux trailer d'un film avec Jonathan Cohen en super-héros qui s'appelait Fat Man, qui est addict à la bonne bouffe française, qui prend du poids, etc. Au début, quand on a généré le personnage, ça nous sortait Jonathan Cohen en tenue de Superman, avec le S, etc. On a dû passer par de la retouche vraiment classique sur Photoshop, etc., pour changer des éléments du costume, créer un F à la place du S, etc. Mais même là, jusqu'où on peut se dire... Bon, après, tous les super-héros sont en collant et en cape. Maintenant, avec le slip par-dessus aussi. Maintenant, voilà, c'est jusqu'où on peut dire que c'est Superman ou pas. Donc, c'est pas dans le domaine public. J'ai eu des consultations là-dessus. Ouais. Voilà, je te le dis. C'est pas dans le domaine public. C'est pas dans le domaine, autant les frères Grimm, Blanche-Neige, c'est dans le domaine public, l'écrit. Autant XVIIe siècle, autant ça ne l'est pas. Voilà. Bien sûr. Je parle il y a plein de films de super-héros, mais bon, après, il faut vraiment faire très attention aux costumes parce que dès qu'il y a des bottes rouges, le collant bleu et un logo, ça ressemble quand même beaucoup à Superman. Alors nous, c'est pour l'utilisation interne, mais c'est sûr qu'on ne pourrait jamais le diffuser parce que le risque serait trop grand. Il y a question du droit de la personnalité aussi, on Des n'en a pas trop parlé. Les voix, les avatars. Droit à l'image, ça c'est une vraie question. Ça se pose de manière assez différente quand même du droit d'auteur. Le droit d'auteur, déjà, il continue après le décès de la personne. En matière de droit à l'image, droit de la personnalité, ça s'arrête au moment du décès. Et par contre, le cas qui est un peu délicat, c'est qu'on va avoir tendance à essayer de chercher des artistes-interprètes ou des personnes pour justement soit réutiliser leur voix et pas avoir une voix synthétique, réutiliser leur image. Sauf que si on a leur autorisation, il faut quand même, puisque c'est un droit de la personnalité, avoir une validation à chaque usage. C'est-à-dire que dès qu'on a un contenu qui est généré en reprenant la voix, en reprenant le visage, théoriquement, il faut faire valider le contenu. Alors ça peut marcher pour un film, puisqu'on pourra faire valider ça. Là, c'est forcément c'est un film. Alors si c'est Jonathan Cohen qui a écrit le scénario et qu'on travaille avec lui sur la maquette de son futur film et que ça, pour OLM se pose moins. Par contre, là, il y a des projets où ça peut être, on fait le même trailer avec 3 castings différents, par exemple, pour le bêta-tester et voir quels sont les castings qui sont plus plébiscités par le panel de gens sur lesquels... Voilà. Donc ça reste de l'interne, mais c'est vrai que là, clairement, on utilise des outils pour faire des choses normalement sur lesquelles on n'a pas le droit de le faire pour une utilisation commerciale. Moi, je pense que demain, ça veut dire dans 2 ans, on va avoir des films en IA qui vont être
complètement mixable par le spectateur lui-même. C'est-à-dire que le réalisateur permettra ou pas, dans une certaine mesure ou pas, au récepteur de modifier son film. Donc on va dire interactivité, personnalisation pour simplifier les choses. Donc là, ça va encore changer cette façon de faire au niveau des droits. Mais est-ce que vous ne pensez pas que justement tout ce qui se passe au niveau autour de l'IA, ça ne va pas changer le système de droits d'auteur, le système d'IP, qu'il ne va pas y avoir une unification entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe aux États-Unis? Comment vous voyez ça? Alors c'est une vraie question. Tout à l'heure, on a évoqué quand même les Creative Commons. Je pense que ça, c'est quand même un mouvement américain. Mais il y en a 3 ou 4 des Creative Commons. Quand on voit ce que c'est, quand non, on mais- voit les IA, Non, mais- les IA open source ou pas, elles ont toutes des licences différentes. C'est elles pour ont expliquer toutes- un phénomène plus que... Ah ouais. Et moi, je suis tout à fait opposé personnellement aux Creative Commons. Je déteste ça, vraiment. Soyons très clairs. Ah ouais. Je suis tout à fait favorable au logiciel libre. Par contre, les Creative Commons, c'est une personne qui crée une œuvre et qui dit qu'elle est dans le domaine public. Alors, il y a différents niveaux de gradation. Ça, c'est par exemple la licence CC0, c'est-à-dire que tout est dans le domaine public, a priori, tout ce qui est anticipable. Et typiquement, la question qu'on peut se poser aujourd'hui autour des Creative Commons qui ont été mis dans le domaine public avec des CC0, c'est est-ce que ça couvrait l'IA? Donc, est-ce que quand on entraîne avec des CC0, est-ce que finalement ce droit a été accordé ou puisque de toute façon ça n'existait pas au moment où ça a été accordé, ça ne pouvait pas l'être? Bon, moi je suis de cet avis-là parce que j'essaie de limiter au maximum l'expansion du Creative Commons pour différentes raisons. Sur le principe, je trouve ça assez intéressant, je trouve ça assez beau de faire un don finalement de son art à la communauté. Par contre, c'est l'usage qui est en effet par les plateformes qui stimule finalement ce phénomène. Il faut voir que c'est quand même poussé par des avocats américains, toute une culture en fait d'Harvard qui a défendu aussi des GAFA, les Creative Commons. C'est quelqu'un qui s'appelle Lawrence Lessig, qui est assez intéressant, mais qui est quand même quelqu'un qui est proche de... Intéressé. Voilà. Proche de- Intéressant et intéressé. Voilà. Donc c'est bien, mais voilà, il faut voir à qui profite le crime. Il y a des mecs comme Doctorow, il y a des mecs qui sont un peu plus purs, un mec comme Cory Doctorow. Ouais, non, mais il y en a des biens. Voilà, il y en a plus dans le logiciel libre que quand même dans les Creative Ouais. Commons, et il y en a des biens dans le Creative Commons. Mais bon, il faut voir que ça va avoir pour effet en fait de déposséder les artistes de leurs moyens de production, parce que s'il y a beaucoup de choses dans le Creative Commons, bah, l'entraînement il est possible. Voilà. Et donc de fait, l'outil il va plus forcément avoir besoin des techniciens, d'un certain nombre de professionnels des métiers de la culture. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a une question qui est liée à la culture aussi de ces outils. Donc si c'est vraiment des outils qui sont, enfin des contenus qui sont créés par les Américains, au niveau de notre exception culturelle française, quand on sera amené à utiliser ces outils, ça va être catastrophique. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un biais, on va avoir quelque chose d'un peu puritain, ça ne va pas du tout correspondre à ce qui nous intéresse. Donc il y a aussi cet enjeu-là, finalement, du biais culturel du modèle d'entraînement. Et après, effectivement, pour reprendre un petit peu ton questionnement, est-ce qu'il y aura profilage? Moi, je pense que oui. Je pense que ça a déjà un petit peu commencé. Et ça reprend en fait ce qui se fait déjà sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on prend les données des personnes, on mouline, on prend le contenu qui est disponible, on mouline, et on donne quelque chose qui va plaire à la personne. Pour la faire voter, pour la faire acheter, pour la faire passer du bon temps. On est dans l'industrie culturelle 2.0, quoi, ou 3.0, ou je ne sais pas combien .0, mais on est sur quelque chose où finalement on cherche l'objectif sans forcément créer des œuvres et sans avoir, on n'a plus de mass média par exemple. Je ne sais pas si on aura encore des œuvres culturelles qui font consensus et sur lesquelles on pourra échanger avec les personnes. C'est en train de disparaître finalement ça, et c'est des questions de société. Moi, je pense que, et pour des personnes qui font des œuvres des réalisations qui sont justement, qui ont vocation à réunir aussi des personnes, aussi à une époque dans des salles. Je suis allé au cinéma hier avec mon gamin, on était 2 dans la salle de cinéma. C'était à Bastille, au Mistral, il y avait personne, quoi. T'es allé voir quoi? Un film pour enfants, très joli, japonais, avec un chat qui s'appelle Anzu, et c'était très mignon. Mais voilà, on était 2. Donc c'est vrai que on voit que les usages évoluent, et c'est clair que ils auraient peut-être pu nous le profiler, ou on aurait pu le regarder chez nous, mais en tout cas, le mode de diffusion ne convenait pas à une économie actuelle. Voilà, c'est ça, je pense que le fond, il est un peu là aussi, quoi. Et ça prend peut-être même plus de temps maintenant de consommer du contenu que de le créer. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir, quoi. Quand on peut créer du texte à toute vitesse, le temps pour le lire est parfois tellement important par rapport au temps de production qu'on ne va même pas regarder, on va faire confiance à la machine. En fait, oui,
on met plus de temps pour consommer du contenu que pour le créer. Et donc c'est complètement ubuesque, complètement surréaliste, quoi. Et ça pose une vraie question, qui pour moi est la question du temps. C'est que la création, ça prend du temps. Et ces outils IA, elles permettent effectivement, dans une certaine mesure, de gagner du temps, mais ça ne doit pas gagner du temps sur tout, et surtout, ça ne doit pas court-circuiter le temps. La création, ça prend du temps, et on ne peut pas s'affranchir du temps. Et je pense que alors là, on déborde de l'IP, mais mais pourquoi pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer du temps et dire que c'est parce qu'on y a passé... on parle de ça, je discutais avec Arnaud, après notre conversation de préparation d'hier, il y a le cheminement. Le cheminement, c'est du temps aussi intellectuel. C'est que la quantité de contenu est telle, et il faut nourrir les gens, parce que les gens passent tellement de temps effectivement sur leur téléphone, etc., qu'il y a une quantité de production incroyable. Donc en fait, ça va peut-être s'équilibrer. C'est-à-dire que là où, effectivement, pour la même quantité de contenu, c'est sûr que les outils vont faire qu'il y aura besoin de moins de gens. Maintenant, si grâce à ces outils, on peut en produire 3 fois plus, il y aura toujours autant de gens pour produire des contenus, mais on en fera 3, 4, 5 fois plus. Ça va créer des nouveaux métiers. Et puis moi, je suis le premier aussi à dire, c'est souvent malheureusement les comédiens qui sont contre les voix clonées, les photographes qui sont contre les images, etc., faites avec de l'IA, alors que ça devrait être les premiers utilisateurs. Moi, je fais aussi des voix off et j'utilise beaucoup des outils avec des voix qui sont des bibliothèques de voix qui sont clearées, hein, donc voilà, une banque de voix. Et du coup, je peux m'augmenter, c'est-à-dire que je peux dire à un client, ben voilà, sur un livre audio, là où avant on avait une seule voix qui lisait tout le livre avec la même voix, ben là je peux vous faire la voix du narrateur, je peux vous faire tous les personnages avec ma voix. Mais c'est quand même moi qui facture, c'est quand même moi qui joue la comédie, mais je peux vous faire du coup un produit plus quali qui n'aurait de toute façon pas été possible de faire dans l'économie d'un livre audio. Donc les comédiens aujourd'hui, ça devrait être les premiers à utiliser cet outil-là pour se dire, voilà, moi je peux, parce que je suis capable de jouer la comédie et de jouer plein de rôles différents, avec ça je peux aussi jouer le rôle d'une femme, jouer le rôle d'un gamin, d'un vieux, etc. Et proposer un produit que mon collègue, qui est juste comédien lambda, ne pourra pas proposer. Ou un photographe, qui mieux qu'un photographe pour savoir si l'image qui est générée est belle, avec une jolie lumière, un cadrage intéressant, etc., quelque chose d'artistique. Donc pour moi, ça devrait être tous les professionnels de ces métiers-là qui devraient les utiliser. Et à l'école, il faut continuer à apprendre aux gens à utiliser ces techniques, on va dire, traditionnelles, pour qu'ils comprennent comment ça marche, comment on faisait, comment on dessine, comment on fait une vraie photo, pour après pouvoir faire des images et des vidéos avec l'IA. Il faut qu'il y ait une éducation, qu'il y ait un savoir-faire, qu'on comprenne pourquoi une image elle est de telle manière, pourquoi il y a un contre-jour, pourquoi la lumière, quand elle vient d'un endroit, ça ne crée pas la même chose que si elle vient d'un autre. S'il n'y a pas toutes ces connaissances à la base, c'est compliqué. On va faire une sorte à Canal+, on va faire un atelier justement, une résidence d'écriture où pour la première fois en fait, avec l'Université de Cannes, on va mixer des scénaristes qui étaient plutôt contre l'utilisation de l'IA, des réals et des gens qui viennent de l'IA, qui sont justement des créateurs qui sont sur YouTube, qui des fois ne viennent pas du tout aussi, qui n'ont pas fait d'école de cinéma, qui n'ont pas d'éducation, on va dire, de scénario, de comment on fait un beau cadre, etc., pour les faire travailler ensemble et que chacun profite des expériences de l'autre, pour arriver à créer peut-être une nouvelle œuvre, des nouvelles écritures, des choses qui sortent un tout petit peu des carcans, parce qu'aussi des fois aussi l'école et les règles font qu'aujourd'hui tous les films ressemblent, peuvent potentiellement se ressembler et qu'on arrive à une sorte d'uniformité aussi des œuvres artistiques, parce qu'on a dit que ça c'était bien, qu'il fallait faire comme ça à l'école, etc., qu'un beau cadre c'est comme ça, et que quelqu'un qui n'a peut-être pas du tout fait d'études, qui va juste utiliser ces nouveaux outils, va créer des nouvelles manière de s'exprimer. Donc c'est intéressant après de faire travailler tous ces gens-là ensemble. Mais c'est... Et dans l'apprentissage des jeunes, je suis d'accord avec toi, il faut aussi rajouter un petit peu votre partie, c'est-à-dire que je pense que la partie juridique, juridique, ça fait partie aussi du bagage que doit avoir un créateur aujourd'hui. Marc, tu as une question, ce sera la dernière. Alors moi j'ai une question concernant la grève à Hollywood des scénaristes et des comédiens et des musiciens.
qui s'est arrêté après des mois et des mois, la plus grande grève, je crois, qui ait jamais eu lieu. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu, Cora? Alors, le compromis, moi je l'ai lu, ce texte-là, il y a quelques mois. Ce qu'ils ont dit, en gros, c'était que, alors théoriquement, est-ce que justement ils ont la possibilité de faire créer un scénario purement par IA et après le traiter en tant que dans la production? A priori, avec ce travail-là, non. Est-ce qu'ils peuvent imposer aussi un scénario à un scénariste qui a été en partie conçu par l'IA? Ça aussi, c'était un point qui a été évoqué. Il me semble que ça a été un peu remis en cause. Et après, inversement, il y avait des obligations vis-à-vis du scénariste dans son utilisation de l'IA. Donc des questions de transparence, dire qu'il a utilisé l'IA, expliciter à quel stade. Donc c'était un petit peu dans cette logique-là que c'était mis en place. Mais très sincèrement, la portée obligatoire de ce type de texte-là me semble assez restreinte quand même, en réalité. C'est compliqué de la faire respecter sur le long terme, parce que là, en gros, ça disait que les producteurs, ils ne pouvaient pas se mettre à écrire eux-mêmes les scénarios, ils étaient obligés de passer par des scénaristes qui, eux, pouvaient utiliser l'IA, par contre, mais en disant comment ils l'avaient utilisé. Alors là, c'est, encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment le savoir, ce qu'ils ont utilisé réellement? À la radio, j'ai entendu une news disant que certains artistes, notamment des comédiens, vendaient maintenant leur voix auprès des... Oui, mais il y a des plateformes de casting de voix libres de droit. Moi, j'ai rédigé des contrats sur ça, typiquement. C'est assez intéressant, parce que en fait, le point qui est délicat, c'est qu'on ne peut pas vraiment clearer la voix. En fait, le point est délicat sur ça, parce que il faut, en fait, c'est un droit de la personnalité, il faut valider avec la personne dont c'est le droit de la personnalité à chaque fois qu'il y a un usage. Donc normalement, il faudrait, par exemple, si, je sais pas, c'est un vegan dont la voix est utilisée, on lui fait faire une pub Charal, il y aura un problème pour lui. Ça ne sera pas un problème en soi, on se dit jamais on imaginera ça. Mais voilà, il entend sa voix, il dit mais moi j'ai jamais donné mon droit pour faire ça. En plus c'est très choquant pour moi. Bon, donc une situation comme ça, difficile à résoudre. Sauf si après il y a des modalités quand même, soit en passant par des voix de personnes décédées, où justement on n'a pas vraiment ce problème-là, soit en structurant en fait des contrats de manière un peu fine avec des professionnels en disant que c'est pas une voix biométrique et que du coup il y a eu un travail sur la voix et que la voix en fait devient une création. Et donc si on le présente comme une œuvre et non pas comme un élément de la personnalité, c'est recevable de manière un peu différente, mais c'est recevable. Après, ça clone le timbre, mais ça n'empêche que si c'est pas bien joué, on va pouvoir faire dire tout ce qu'on veut aux personnes mortes quelque part. Potentiellement, oui. Dans une certaine limite, mais oui. Pour l'instant. En droit intellectuel, les familles ne peuvent pas réagir. Alors, c'est pas du droit de la propriété intellectuelle, c'est du droit de la personnalité. Et donc, c'est ça. Et donc, dans l'image que vous preniez d'un vegan pour lequel on ferait une pub Charal, même s'il est décédé, si la famille s'y retrouve pas, il peut pas se retourner contre le producteur. S'il est décédé, ça va être très compliqué. Alors peut-être que la famille pourra dire que ça va au-delà, mais bon, sur une publicité, enfin voilà, ça dépend. Après, je pense que ça c'est une anecdote, hein, voilà. Mais si on est sur des sujets plus lourds, bien sûr, hein, sur ça, ce sera discutable. On est un peu dans l'entre-deux, possible. Après, si on lui fait faire quelque chose de très standard et que ça n'a pas été validé par la famille, là, vraisemblablement, il n'y aura pas de souci. Par contre, quand il est vivant, il y a cette validation normalement. Il n'y a pas que le timbre, il y a vraiment l'interprétation. C'est-à-dire que, par exemple, moi, pour Jonathan Cohen, avant qu'il y ait la fonction speech-to-speech, c'est-à-dire pouvoir s'enregistrer et après mettre le timbre de quelqu'un sur sa propre voix, c'était du text-to-speech, donc de manière assez neutre. Bah là, bizarrement, alors que c'est bien le timbre Jonathan Cohen, comme il y a un jeu qui est très plat, on ne reconnaît pas Jonathan Cohen. La plupart des gens à qui je faisais écouter me disaient, je disais, tu reconnais? Non, c'est qui? C'est Jonathan Cohen. Bon, ça ne ressemble pas du tout. Pourtant, c'est son timbre. Par contre, là, après, je prends sa manière de jouer, j'utilise un peu des mots que lui utilise, un vocabulaire, etc., des intonations. Et là, je mets son timbre sur ma voix, et là, tout à coup, ça ressemble là vraiment. C'est la frontière entre le droit de la personnalité et le droit de l'artiste-interprète. L'un est du droit d'auteur, l'autre est justement du droit de la personnalité. Et quand on tombe sur l'interprétation, ça c'est protégeable par le droit d'auteur en soi, alors que l'autre est protégeable par le droit de la personnalité. Qui s'arrête avec la mort, pour l'instant. Ok, on va s'arrêter là. S'il y a des questions encore en aparté, vous pouvez en profiter pendant quelques minutes. Merci à vous. Je ne sais pas si on a levé un peu un pan du voile, mais merci infiniment.